Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la Web TV Le Média et c'est le moment du Regard d'Anouar, le rendez-vous hebdomadaire avec Noam Anouar. Noam Anouar, ancien policier, lanceur d'alerte et désormais chroniqueur au Média TV. Comment tu vas aujourd'hui, Noam ? Oh, ça va pas, j'ai plein de factures à payer, ma femme m'a quitté. Non, je plaisante, ça va très bien, merci. Alors, ensemble, nous allons aborder les sujets suivants. La relaxe du gilet jaune Jérôme Rodriguez, qui était poursuivi par le ministère de l'Intérieur sur instruction de Gérald Darmanin himself. Pour avoir traité les policiers du syndicat Synergie de nazis, il était jugé pour injure publique contre la police nationale. Les informations du canard enchaîné sur l'offensive tous azimuts de Gérald Darmanin, décidément sur le terrain de la communication. Nous allons aussi parler de deux affaires qui datent un peu, mais que nous n'avons pas eu le temps d'aborder ici. L'histoire d'une policière qui a rédigé plusieurs PV falsifiés, notamment conduit un innocent en prison, et ce qu'on appelait dans la presse l'affaire du policier Andjelaba. Alors, Noam, au sujet de la bataille judiciaire entre d'un côté Jérôme Rodriguez, le gilet jaune, et de l'autre Gérald Darmanin, le syndicat Synergie, le syndicat de police, d'officiers, je crois. Tu as lu le jugement du tribunal judiciaire de Paris et il est assez édifiant. Les propos poursuivis, diffusés le 9 décembre 2020 sur le réseau social Twitter, sont publics. Ils sont poursuivis en ce qu'ils visent la police nationale, donc l'ensemble des fonctionnaires de cette administration publique. Or, il résulte des éléments développés quant au contexte et au contenu même des propos incriminés que ceux-ci visaient non l'ensemble des policiers, mais les méthodes de certains d'entre eux, membres du syndicat de police Synergie Officiers. En effet, le tweet litigieux traitant ses destinataires de bande de nazis et faisant référence à un camp de concentration disponible au nord-est de Paris, qu'il tenterait de cacher aux médias, se termine par la mention « Vous n'êtes pas la police ». Le droit, ça reste quand même relativement technique, donc le syndicat de police Synergie représente une partie des fonctionnaires de police, en l'occurrence une partie des officiers de police, puisque les syndicats d'officiers comptent, sont majoritaires en tout cas, sont au nombre de 2. On a le syndicat des cadres de la sécurité intérieure qui s'oppose à Synergie Officiers. Bon, théoriquement, l'un est à gauche, l'autre est à droite. Bon, la pratique, c'est autre chose, naturellement. L'un est à droite, l'autre est un peu plus à droite peut-être, hein, on va le définir comme ça. Et, comment dire, bon, bah voilà, lui, Jérôme Rodriguez, dans son propos, ne caractérise pas l'ensemble de l'institution policière comme étant des nazis. Il ne dit pas ça, il parle d'une situation précise. Et sachant que le ministre de l'Intérieur, qui est quand même le chef de la police nationale, hein, donc, se dépose plainte lui-même, hein, et que finalement, à la fin, c'est plutôt les syndicats qui viennent se joindre à la plainte du ministère de l'Intérieur, bon, bah, naturellement, le tribunal a estimé qu'en aucun cas, le propos de Jérôme Rodriguez ne vise l'ensemble de la police. En aucun cas, il ne s'agit d'une injure. Donc, bah, il faut appeler un chat un chat. Le ministre de l'Intérieur a perdu, en fait, tout simplement. Voilà. Oui, il a perdu sur le terrain politique et judiciaire surtout. Hein. Sur le terrain politique aussi, parce que quelque part, il a engagé, c'est une action politique que de s'en prendre judiciairement à Jérôme Rodriguez, qui est un gilet jaune, qui a été éborgné lors du mouvement des gilets jaunes et qui représente quelque chose. Donc Gérald Darmanin ne pose pas un acte innocent en le ciblant. Alors effectivement, j'aurais tendance à dire que oui, mais le regard d'Anouar perçoit autre chose. Alors, très clairement, il y a un historique, c'est-à-dire que Jérôme Rodriguez est un leader charismatique et historique du mouvement des Gilets jaunes. Donc, il a été chahuté au début de la crise parce que les syndicats de police, en tout cas on les soupçonne fortement, ont fait fuiter ses antécédents au début de la crise des Gilets jaunes. On nous a rappelé qu'il y a quelques années, il avait été interpellé pour du transport de matières stupéfiantes, bon, en l'occurrence du cannabis, au moment d'un contrôle d'identité. Je crois qu'il y avait encore un ou deux faits. Ouais, au moment où il était en vacances à La Roche-sur-Yon pendant l'été 2019, il me semble, bon, il a levé le ton avec son épouse, les gendarmes ont appliqué illico, il avait fait 48 heures de garde à vue, il me semble, c'est quand même excessif. Et ça a fuité dans la presse quasi immédiatement, je veux dire que c'était peut-être même fait pour ça, hein, quasiment. Et donc là, effectivement, il a été encore l'objet d'une plainte, cette fois émanant du ministre de l'Intérieur, et le ministre est débouté de sa plainte. Donc bon... On peut dire effectivement que c'est une victoire, mais en réalité, matériellement, juridiquement, même si c'est effectivement toujours pesant d'être poursuivi et puis d'arriver au tribunal et finalement d'être relaxé,
j'ai envie de dire que quelque part, il y a quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui sont gaspillés dans tout ça. Et les moyens de l'État sont illimités. C'est-à-dire qu'au ministère de l'Intérieur, tu as des bureaux entiers qui sont là pour justement entamer des procédures à l'encontre des personnes qui tiennent des propos, qui commettent des actes répréhensibles, en tout cas supposément. Et de l'autre côté, Jérôme Rodriguez, c'est quoi? C'est finalement un particulier, un gilet jaune qui était plombier avant d'être finalement reconnu comme invalide, qui doit faire face justement à la machine institutionnelle. Et bon, au bout de X procédures, il est relaxé à chaque fois, mais quelque part, est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire? Moi, j'en suis pas persuadé. Je pense que finalement, lui, sa famille aurait peut-être bien fait l'économie de tout ça. Et même si c'est toujours rassurant de savoir que finalement, il n'aura pas été condamné, quelque part, dans une procédure, il y a toujours un mis en cause qui doit se justifier, prouver son innocence, et une victime. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas si on peut qualifier les choses ainsi. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, dans cette affaire, en tant que représentant de la police, se dit victime d'injures publiques en sa qualité de chef de la police nationale, de l'institution policière, et donc de la part de Jérôme Rodriguez, qui lui se serait rendu coupable d'injures à caractère, je ne vais pas dire discriminatoire, mais insulter les gens de nazis, stigmatisant, etc. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on apprend au terme de cette procédure? C'est que finalement, les faits n'étaient pas constitués et que Jérôme Rodriguez n'est pas coupable. Et sachant qu'ils ont encore la possibilité de faire appel, puisqu'il y a un délai d'une dizaine de jours qui leur permet justement de se pourvoir en appel. Donc, j'ai envie de dire que, moi, de là à parler de victoire, et c'est un propos que je généralise à l'ensemble des procédures qui concernent les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a des avocats, que je salue d'ailleurs, des collectifs type Europe Noire, on en a d'autres également, qui travaillent bénévolement souvent pour défendre les Gilets jaunes et qui obtiennent victoire sur victoire. Mais est-ce qu'on peut réellement parler de victoire dans un tel contexte de dysfonctionnement de l'institution policière? Est-ce que l'institution policière est vraiment là pour harceler les manifestants, les écraser justement sous le poids des procédures qui se multiplient? Moi, quand on arrive à annuler une procédure et à démontrer justement l'innocence des mises en cause, je ne suis pas sûr qu'on puisse justement festoyer et parler de victoire, même si c'est effectivement un soulagement pour tout le monde. On pourra en profiter pour faire un focus sur Synergie, le syndicat d'officiers qui donc est monté au créneau contre Jérôme Rodriguez, parce que quelque part, le jugement prend en compte le caractère sulfureux de ce syndicat. Le 31 août 2020, une vidéo était postée sur le compte Twitter du média. Cette vidéo était relayée par le syndicat Synergie Officiers le 1er septembre, avec le message d'accompagnement suivant: le retour du fond de cave, police, ensauvagement, gilets jaunes. Il est ainsi patent que les propos incriminés sont intervenus dans le cadre d'un conflit récurrent, alimenté sur le réseau social Twitter. Voilà, alors en fait, comme je le rappelais tout à l'heure, pour les gardiens de la paix, on a SGP, FO, Unité, face à Alliance Police Nationale. Donc on a toujours un syndicat qui serait supposément de gauche et un autre de droite. La réalité est tout autre, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Là, effectivement, Synergie, ce serait l'aile droite du syndicalisme du corps de commandement, c'est-à-dire les officiers, les lieutenants, capitaines, commandants. Donc ce syndicat qui a été longuement dirigé par Bruno Béchiza, qui est aujourd'hui maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui est également sous-préfet hors cadre, qui a été nommé sous-préfet hors cadre par Nicolas Sarkozy, a passé la main à Patrice Ribeiro, qui préside aujourd'hui ce syndicat. Donc, depuis le début de la crise des Gilets jaunes, on peut reprocher à ce syndicat d'être sorti de sa neutralité politique, puisqu'il se fait régulièrement l'auteur de propos assez controversés, notamment d'injures à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, du défenseur des droits également. Voilà, tout à fait, Jacques Toubon, qui avait été qualifié de sénilissime au début de la crise des Gilets jaunes parce qu'il avait, décommandé, en tout cas, ou qualifié l'usage du lanceur de balles de défense comme étant une arme dangereuse, donc parce que le défenseur des droits a un pouvoir de constatation et de recommandation qui est parfois suivi, parfois non, et donc en l'occurrence dans ce cas précis, les recommandations du défenseur des droits n'ont pas été prises en compte par le ministère de l'Intérieur, mais il avait en tout cas fourni
aux victimes justement du LBD 40 un outil de poids, puisqu'il avait édité un rapport démontrant que l'utilisation de cet outil de répression n'était pas adaptée aux techniques du maintien de l'ordre, ce qui avait déclenché je dirais, la colère de ce syndicat qui n'avait pas eu d'autre argument que l'injure justement en réponse. Capitaine de gendarmerie également, qui avait estimé à un moment que les dispositifs de répression étaient quand même relativement disproportionnés, qui avait fait également l'objet d'injures. Je crois qu'il a été qualifié de traître. Donc bon, on n'est plus vraiment dans la déontologie policière, puisque à l'article 7 du Code de déontologie, on évoque la dignité justement des policiers, et le fait d'injurier justement nos interlocuteurs dans des débats qui sont des débats républicains, démocratiques, va justement à l'encontre de nos grands principes. Voilà. Cette semaine, un article du Canard enchaîné a attiré ton attention, toujours dans le domaine de la communication. Il révèle le recrutement de 12 commissaires de police, 12 qui seront chargés de la communication officielle du ministère de l'Intérieur et en particulier de la police nationale. Pourquoi Gérald Darmanin constitue-t-il donc cette armée mexicaine ? Alors parce que, au-delà de tous nos débats, parce que certains pensent qu'on est anti-flic, etc., alors au-delà de tous nos débats qui pointe de façon très légitime les dysfonctionnements de l'institution policière, parce que qui peut le plus peut le moins, et puis il faut toujours, je dirais, s'orienter ou concentrer son attention vers les points à améliorer, hein, naturellement, mais ça ne veut pas dire que la police ne travaille pas. La police travaille énormément pour la protection des citoyens, pour l'application du droit, et le ministre, à juste titre, parce que bon, on l'accable assez souvent, mais il ne prend pas que de mauvaises décisions, et là, en l'occurrence, il a pointé un problème. Après, on discutera de l'opportunité, justement, de cette solution, mais c'est que, finalement, la police ne communique pas. C'est-à-dire que, à part quelques tweets assez timides où on vous dit, ça et là, qu'un policier a secouru une dame âgée ou a apporté secours à une personne qui était en voie de se noyer, bon, globalement, la communication est plutôt, je dirais, assez anarchique et assez opportuniste, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, c'est pas quelque chose de totalement maîtrisé, c'est pas quelque chose de très technique non plus. Donc, à part le syndicalisme policier, c'est-à-dire les syndicalistes qui, justement, ne sont pas soumis à l'obligation de réserve. Donc on n'a pas vraiment de communication, c'est pas quelque chose de très orchestré. Bon, d'ailleurs, il suffit d'écouter les divers syndicalistes qui s'expriment sur les plateaux télé. Ça reste assez pauvre, hein, très objectivement. Donc, quelque part, finalement, ces syndicalistes policiers qui sont souvent très politisés, souvent très prompts à soutenir le pouvoir sous Emmanuel Macron, en fait, quelque part, ils ne donnent plus satisfaction à Gérald Darmanin ? Oui, tout à fait. Déjà, il les a dessaisis justement de leur pouvoir sur les mutations et les avancements des fonctionnaires de police au moment des commissions paritaires. Aujourd'hui, ils n'ont plus que la discipline. Et sur la communication, effectivement, le ministre a décidé de professionnaliser justement la communication, notamment à l'occasion des grandes affaires, les affaires de terrorisme, les affaires judiciaires et tout ce qui touche à l'ordre public, justement à la gestion de l'ordre public. Bon, à quelques exceptions près, les syndicalistes policiers ne sont généralement pas compétents. Ils ont pour beaucoup quitté le terrain depuis de nombreuses années, donc il y a un problème de légitimité, justement. Ils sont parfois très partisans au plan politique et c'est pas ce qu'on leur demande, c'est pas ce que la population attend d'eux. Ils attendent parfois de leur part une mission d'éducation, des explications justement d'une matière qui est pourtant assez technique, hein, mais on va dire qui a nécessité d'être vulgarisée. Et donc il a embauché une douzaine de commissaires de police pour pouvoir... C'est énorme, 12 commissaires de police. C'est moins de commissaires de police pour l'opérationnel, dans une période quand même assez particulière. Oui, sachant qu'on en a près d'une centaine à la DGSI, effectivement. Bon, les commissariats... Après, bon, si les commissariats sont pourvus, en tout cas, en effectif d'encadrement, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas du tout comment ça s'est géré au plan des ressources humaines, s'il a augmenté le nombre de recrutements ou autre. Mais en tout cas, il en a recruté 12. On peut supposer, ils ne sont pas encore identifiés, mais qu'ils seront issus de plusieurs services. On sait qu'il y en a une, au travers de la lecture de l'article, qui sera issue des rangs de l'antiterrorisme. Donc ça quand même, ça s'avère relativement utile. Mais bon, après... Il faut voir comment est-ce que ça va se goupiller. Je pense qu'on aura du symbolique, c'est-à-dire qu'on aura peut-être moitié homme, moitié femme, un peu de diversité, un peu de peau noire, un peu d'arabité. Il faut voir, je pense que c'est quelque chose qui va être pris en compte. Donc on va être un peu dans la dimension du symbolique. Après, effectivement, si c'est des gens qui vont sur le terrain se renseigner, aller chercher les infos, qui se constituent un réseau efficace, c'est intéressant. Si c'est des gens qui lisent des notes, effectivement, que ce soit le ministre lui-même qui lise la note ou que ce soit un commissaire, ça ne fait pas vraiment de différence. Sachant qu'à la préfecture de police, on a déjà des porte-paroles, c'est-à-dire deux commissaires, en l'occurrence, une commissaire et son adjointe, qui se font porte-parole de la préfecture de police et qui relaient justement les brèves de façon régulière auprès des médias. Donc voilà, après, il y a effectivement
donc des personnes compétentes, puisqu'ils sont commissaires de police, peut-être qu'ils ont les uns et les autres une expérience de terrain, mais quelle est la nature du message? Parce qu'il y a le porteur du message, mais il y a aussi le message en lui-même, et là-dessus, effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations, donc on attend de voir. Moi, je ne veux pas me montrer trop critique vis-à-vis de ça pourrait pas être pire que ce qui se fait actuellement, donc on verra bien ce que ça donnera. Quelque part, il y a le mouvement des Gilets jaunes, la montée des revendications au sujet des violences policières, et on a l'impression que face à tout cela, le pouvoir ne répond pas, il n'y a pas de nouvelles dispositions qui vont dans le sens de l'établissement d'un état de droit. Mais on nous montre une équipe de communicants. Est-ce que quelque part, c'est pour ne pas être obligé de changer les pratiques qu'on veut améliorer la qualité des porteurs de messages? Alors effectivement, le message, c'est-à-dire la communication, n'influence pas la réalité. Mais effectivement, l'image de la police au terme de ces 5 années de mandat est déplorable et catastrophique, hein, même. 4 années pour l'instant. 4 et demi. Voilà. Mais ceci dit, du point de vue de la communication, il y a effectivement un gros problème. C'est-à-dire que quand on avait un syndicaliste policier qui disait c'est bien fait pour sa gueule, il s'est fait arracher la main alors que la personne était encore aux urgences, bon, on voit bien qu'il y a un aspect quand même assez artisanal de la communication pour une institution aussi importante. C'est forcément problématique. Donc voilà, il faut saluer en tout cas la bonne volonté, mais quand elle intervient à moins d'un an des échéances électorales, ça pose question parce que c'est une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une idée nouvelle, très honnêtement. Donc pourquoi aujourd'hui? Parce que bon, naturellement, quand ça ne fonctionnera pas ou quand il y aura des couacs d'ici 6 mois, on nous dira oui, mais c'est expérimental, on vient de le mettre en place. Mais les actions sont attendues en général en début de mandat, donc les grandes actions et les grandes décisions. Donc on attend de voir. Je voulais aussi qu'on invoque une affaire qui date un peu, mais qu'on n'a pas traitée ici, et qui témoigne selon toi d'une forme d'impunité. C'est l'affaire d'une policière qui a fait un faux PV, au moins un faux PV, et qui a conduit quelqu'un en prison qui était manifestement innocent. Alors, c'est dans le cadre d'une affaire criminelle à Saint-Nazaire, la police judiciaire enquête. Et la particularité des affaires criminelles, comme pour les auditions de mineurs, c'est qu'au moment des auditions, justement, on filme l'audition et on place ensuite la bande sous scellé. Et donc un homme est auditionné par une brigadier chef qui est affectée, qui est officier de police judiciaire, donc qui est affecté au SDPJ, donc au service départemental de la police judiciaire. Et donc elle prétend avoir obtenu des aveux, elle les consigne sur procès verbal. Et l'homme est immédiatement incarcéré donc pendant la durée d'1 année. Sauf qu'il aurait dû y rester beaucoup plus longtemps. Mais au bout d'1 an, sur insistance de son avocat, le juge d'instruction donc rompt les scellés et visionne justement l'audition. Et il se trouve qu'à aucun moment l'homme n'est passé aux aveux. La policière était simplement un peu zélée. Elle semblait convaincue justement de sa culpabilité et s'est permis justement de déformer son propos sur le procès verbal. Donc naturellement, elle a été poursuivie pour faux en écriture. Donc on rappelle que le faux en écriture est passible justement de la cour d'assises. En général, c'est-à-dire qu'elle est considérée, le faux en écriture est considéré comme un crime et non pas comme un délit par les juridictions. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été radiée de la police? Alors pas du tout. En fait, elle a été jugée déjà par le tribunal judiciaire et elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. C'est-à-dire qu'elle, par contre, à la différence de la personne qu'elle a envoyée pendant 1 an derrière les barreaux, elle n'a pas eu on va dire le désagrément de goûter justement aux joies de l'incarcération. Donc elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Et le parquet ayant autorité justement sur les habilitations officiers de police judiciaire, elle a été donc déchue de sa qualité d'OPJ. Mais par contre, en théorie, alors effectivement, il y a le volet judiciaire et le volet judiciaire transmet justement une consigne de décision de sanction à l'autorité administrative et en l'occurrence au conseil de discipline. Sauf que la policière donc est maintenue justement dans son grade, c'est-à-dire de brigadier chef. Elle est affectée au service de la communication, donc au département de communication justement de la direction départementale de la sécurité publique, donc de ce département. Et elle jusqu'à aujourd'hui, donc elle jouit de ses droits. Mais elle continue d'être payée, elle est libre, elle est payée, elle est policière, et elle fait un travail qui n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait considérer comme un travail pénible. C'est pas pénible. Disons que quand on est reconnu comme la justice comme étant menteur professionnel, affabulateur, c'est vrai que affecter cette personne à la communication, il y a toute une symbolique derrière qui laisse penser, ou en tout cas présumer de ce qu'est justement l'état d'esprit de la police nationale aujourd'hui. Voilà. Mais quelque part, est-ce que cette affaire ne nous permet pas de parler de cette question du faux en écriture, qui est une pratique
qui est récurrente selon de nombreux observateurs, des avocats et des policiers, mais qui ne semble pas toujours sanctionnée à la mesure de ce qu'elle peut avoir comme conséquence. Je parle du faux en écriture. Alors effectivement, on a des affaires récentes qui le démontrent. On a une affaire dont on a parlé sur l'avant-dernière chronique concernant Taha Bouafs, mais on a également l'affaire Michel Zecler qui va révéler justement une dimension importante de ce qu'est le faux en écriture. C'est cette double finalement responsabilité des policiers, c'est-à-dire la responsabilité de priver une personne de sa liberté, mais également de se couvrir. Donc la sermentation judiciaire, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire le fait que normalement la parole des policiers n'est pas contestable. C'est-à-dire que j'ai moi-même exercé en police d'audience, et quand une personne disait oui mais le policier a menti ou le policier s'est trompé, le juge répond tout de suite non, la police justement étant au-delà de tout soupçon, la police ne ment pas, la parole de la police n'est pas susceptible d'être mise en cause. C'est le discours régulier des magistrats, et là on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des policiers qui mentent, merci aux nouvelles technologies, aux smartphones et aux enregistreurs, et donc ça doit poser question. Moi-même, au moment de ma procédure disciplinaire, j'accuse un certain nombre de mes détracteurs d'avoir ouvertement menti, manipulé, travesti justement la réalité, et c'est extrêmement difficile d'aboutir à une condamnation aujourd'hui. Et là, quand on aboutit à une condamnation justement d'une policière qui est reconnue coupable par la justice, quand bien même elle se retrancherait derrière un appel ou je ne sais quoi, 2 ans de prison avec sursis, c'est pas rien. Normalement, à partir de 6 mois de prison avec sursis, on ne peut plus être fonctionnaire dans l'administration policière. Je veux dire, la révocation doit être automatique. Et là, on a des fonctionnaires un peu partout, disséminés sur le territoire en France, qui continuent à exercer. J'aimerais pas... Elle a été jugée, mais beaucoup ne sont pas jugés du tout. Par exemple, dans l'affaire Taha Bouafs dont on parlait, on attend encore que le policier qui a raconté des bobards au sujet de Taha, des bobards qui ont été confirmés par la juge, qui lui a expliqué de manière assez polie qu'il avait raconté des histoires sur PV. On attend, mais il y a plusieurs histoires comme ça où on se rend bien compte qu'il y a eu un mensonge et rien ne se passe, il n'y a même pas de procédure judiciaire. En fait, justement, alors il y a une lenteur juridique, on va dire de la procédure judiciaire, il y a une lenteur administrative. Donc, avec de la bonne volonté, on peut facilement gratter 3 ou 4 ans de salaire si toutefois la procédure judiciaire et la procédure administrative vont à terme. Et le ministre est aussi capable d'aller très vite quand il le veut. On l'a vu pour Alexandre Langlois, qu'on a reçu il y a quelques temps ici. Il a un droit de révocation dont il peut user à sa guise. Et on va dire que dans ces cas manifestes... ah oui, tout à fait, il a le droit de révoquer, il a un droit de révocation. L'avocat qui était présent sur notre plateau l'a rappelé. Il en use assez rarement. Il en a usé pour Alexandre Langlois, mais il se trouve que dans ces cas précis, il semblerait que le ministre ait décidé justement de ne pas faire usage de ce droit et de laisser l'autorité administrative manifester de sa bonne indulgence à l'encontre de ces planches pourries, on ne peut pas les nommer autrement, qui gangrènent notre institution et qui salissent notre image. Un dernier sujet, un peu plus léger, celui du policier en djellaba de Vesoul. Alors, c'est une histoire qui a fait le buzz sur Internet. On voit un policier qui, sa tenue de camouflage, si on peut dire, c'est une djellaba parce qu'il essaye d'infiltrer des milieux liés au trafic de drogue. Il y arrive d'ailleurs, puisqu'il passe sans éveiller les soupçons devant des trafiquants de stupéfiants. Puis la BAC, il use d'un subterfuge, en fait, il se déguise en musulman pratiquant, donc il porte une djellaba. Ça apporte ses fruits, puisqu'il passe, il arrive à observer justement le dispositif de trafic de stupéfiants, à identifier les protagonistes du trafic, et l'équipage arrive en renfort et ils interpellent justement les trafiquants. Donc ça attire l'attention justement des riverains qui filment la scène et qui la diffusent sur les réseaux sociaux. Donc après, la polémique qui s'ensuit, alors il y a 2 observations à faire qui sont de nature complètement différente. C'est que déjà, elle est complètement, à mon sens, alors ça n'engage que moi, ridicule, parce qu'il y a des gens qui sacralisent le port de la djellaba, qui en font une sorte de blasphème, alors que... non, c'est un vêtement comme un autre. Voilà, c'est un vêtement comme un autre qui est plus d'ailleurs culturel que religieux. C'est le vêtement des bédouins du désert. Je veux dire, voilà, il n'y a absolument pas de profanation de ce point de vue-là. Donc il faut arrêter, honnêtement. Alors là, moi, je suis un militant de la première heure. Je lutte contre le racisme, je m'engage contre le racisme aussi anti-musulman et anti-religieux en général. Moi, je suis pour la liberté absolue, mais considérer qu'aujourd'hui, porter une djellaba, c'est de la part d'un policier, c'est un blasphème, et en faire une polémique médiatique, c'est du n'importe quoi. Pour répondre à la polémique médiatique, la direction départementale de la sécurité publique répond que le fonctionnaire de police qui a justement usé du subterfuge est de confession musulmane. Donc, c'est plus que maladroit à mon sens, parce qu'on n'avait pas besoin de le savoir. C'est même pas républicain, en fait.
Non, mais en fait, ça concerne personne. Je veux dire, ça change absolument rien à la problématique. Ça apaise absolument rien. C'est-à-dire que les gens qui contestent ou qui polémiquent sur ça, sur le port de la Djellaba, ont tort à 200%. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Et moi, je ne vais pas dire que ça me blesse parce que ce serait excessif, mais ça m'interpelle parce que on n'a pas besoin de le savoir. En fait, ce policier-là, il a droit à une vie privée. Je veux dire, qu'il soit musulman ou pas, il a décidé à un moment de procéder ainsi. Il n'y a rien d'illégal et on n'a pas besoin justement d'afficher publiquement sa religion. Pour faire taire justement des circonstances atténuantes. Oui, voilà, mais je veux dire, il y a une forme quelque part de soumission justement aux polémistes dans cette façon de répondre. Et moi, je suis mal à l'aise à la place de ce policier, même s'il m'a rien demandé, même s'il m'a pas mandaté justement pour parler à sa place. Mais je trouve que c'est plus que maladroit. Il faut arrêter parce que justement, quand on dit dans ce cas précis qu'il est musulman pour atténuer justement la polémique, on est capable parfois de dire qu'ils sont musulmans dans d'autres contextes. On l'a vu récemment dans nos chroniques justement. Et après, il n'y a plus de limite. Donc moi, je suis pour la neutralité absolue du service public et on n'avait pas besoin de savoir qu'il était musulman. Alors Noam, tu voulais terminer par une sorte de clin d'œil, un clin d'œil un peu ambigu quand même. Alors voilà, je voulais faire un petit clin d'œil, parce que ça fait longtemps justement qu'on n'a pas fait de clin d'œil dans notre émission, à un policier qu'on va appeler Stéphane. Parce que justement, de temps en temps, je regarde au-delà de mes assurances, on est toujours attentif aux questions qui sont posées par les auditeurs. Et là, il y a un policier qui prétend avoir eu connaissance justement des éléments de mon dossier disciplinaire. Donc vraisemblablement, ils ont fuité dans la fachosphère policière. Donc j'ai saisi l'IGPN justement à ce propos. Et il y a un policier qui prétend me connaître alors que je ne le connais pas du tout. Donc justement, comme il écrivait, oui, je le connais, etc. Et puis il disait plein de mal de moi, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue, peut-être qu'il y a un malentendu. Et puis je suis allé regarder sur son profil. Et donc vraisemblablement, j'ai été un petit peu, interpellé parce que c'est quelqu'un qui arbore de façon assez régulière le symbole du Punisher sur son profil Facebook. Mais, le symbole du Punisher. Oui, voilà, c'est ça, donc il se prend pour un Punisher, en fait, il est là pour punir. Quoi, le Punisher, c'est une sorte de héros de fiction, un héros Marvel, en fait, qui tire un peu sur tout ce qui bouge pour corriger les méchants, et donc lui se rêve un petit peu de tout ça. Puis après, en fouillant un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pages visibles, il y a son visage, c'est-à-dire qu'il le caractérise comme étant un policier, naturellement, il y a son identité réelle, et à un moment, sur une fresque, il prétend qu'il rêverait, en fait, d'une croix gammée, ou je sais pas, j'ai pas voulu vraiment aller au fond du propos, mais il parle d'une croix gammée, il dit j'adorerais mettre une fresque avec un policier, une croix gammée. Donc c'est un message subliminal. Voilà, et puis après il met le portrait de Pétain, et puis il se retranche derrière une citation de De Gaulle. Il y a plein de trucs un peu ambigus comme ça sur son profil. Donc moi, naturellement, j'assume, j'ai saisi l'IGPN à son propos. Donc l'IGPN n'a pas voulu le poursuivre, c'est-à-dire s'auto-saisir pour le poursuivre. Et oui, on va le transmettre à sa direction d'emploi qui appréciera les suites à donner. Et là, près de 2 semaines après ma saisine, justement, les propos sont toujours en ligne. Donc ce qui signifie qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans les rangs justement de la direction de la sécurité publique d'Agen, puisqu'il s'agit de la ville d'Agen. Ce policier exerce au commissariat d'Agen. Donc moi, je prends la responsabilité justement de diffuser ces éléments à notre antenne. Merci Noam. On se retrouve la semaine prochaine. Le média est un média indépendant qui ne vit que des dons et des cotisations de ses sociétaires. Pour nous aider à grandir, faites-nous un don ou devenez sociaux si vous le pouvez. Partagez, mettez des petits pouces bleus. La liberté de l'information nécessite votre soutien. Ça peut être l'équivalent de 2 cafés par semaine, mais c'est important pour nous. Merci de faire des dons et de devenir sociaux si vous le pouvez. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Notre engagement, c'est de vous donner la parole. À vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République. Penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chevia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires.
3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations des sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure avec notre modèle et notre manifeste a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ces relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France.